À une semaine de la reprise du top 14, c'est l'heure de parler de la Pro D2. L'antichambre du rugby français reprend ses droits ce soir et on en parle avec une petite tier list, mais avant ça, générique. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite tier list Pro D2. Ça y est, c'est le lancement de la saison ce vendredi soir. On fait la tier list un peu tard, mais c'est pas grave, on va laisser une journée couler, c'est pas très important, ça changera pas la vie générale, je pense, qu'on aura de cette Pro D2, cette magnifique antichambre du top 14 qui nous tient en haleine toute la saison, tous les ans, ils nous tiennent en haleine avec du suspense un peu à tous les étages, qui a sacré Montauban la saison dernière au profit de phase finale un peu folle, et je suis accompagné de monsieur Thomas Roquette. Comment il va? Prêt à parler Pro D2? Prêt à parler Pro D2, prêt à regarder la Pro D2 ce soir. Et de très bons papiers aussi dans l'équipe, notamment un papier qui pourrait paraître surprenant sur Pro D2 fait peut-être partie et peut-être l'un des championnats, le meilleur championnat du monde. C'était quand même assez intéressant d'avoir différents avis et pas loin de penser que c'est vraiment un championnat hyper attractif, hyper compétitif et surtout qui nous réserve toujours de belles surprises. Donc ouais, très content que ça reprenne avant que le top 14 revienne aussi sur le devant de la scène. Exactement, vous avez programme facile les vidéos cette semaine, donc on s'attaque à la Pro D2, la semaine prochaine ça sera la tier list de top 14, et après on partira dans la petite saison. Bah évidemment, quand le top 14 est est le meilleur championnat du monde, forcément ça tire vers le haut les championnats derrière pour avoir plus de compétitivité, ça c'est une bonne chose. Ouais, oui, c'est ça. Et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des clubs aussi qui arrivent de mieux en mieux à se structurer, avoir de belles infrastructures, avoir un budget assez conséquent. Donc ouais, comme tu l'as dit, voilà, le top 14 aussi se structure bien, donc la Pro D2 suit. Beaucoup plus compliqué en dessous, mais ouais, non, c'est vraiment intéressant. Puis quand on voit aussi les noms qui garnissent un petit peu les différentes équipes, que ce soit d'ailleurs en haut du tableau ou en bas, vraiment on se dit que ce championnat-là, il grandit et c'est une très bonne nouvelle, en sachant que les audiences aussi sont au rendez-vous, donc c'est super. C'est ça, il faudra juste faire attention à pas creuser trop le gap entre top 14 Pro D2 et le reste, parce que si tu bats ta pyramide et faiblard, peut s'écrouler très très vite. Ça, c'est peut-être le souci. Bon, la tier list de cette Pro D2 est là. De toute façon, on a tous les clubs. On va évoquer les clubs un par un. Je vous essaierai de vous chapitrer, si j'ai le temps, le passage de chaque club. Qu'on va essayer de classer en cette tier list. Évidemment, nos pronos sont forcément foireux. On fera le bilan en fin de saison, donc ils seront pas forcément bons. Donc ça, ne vous inquiétez pas si on met votre club bas. Soyez limite rassurés peut-être. C'est un bon moyen pour échanger. N'hésitez pas à le faire en commentaire aussi, votre petit prono de Pro D2. Mettre votre classement dans la zone commentaire. Vous pouvez le retrouver sur Spotify. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne et liker cette vidéo si ça vous plaît, évidemment. C'est le seul moyen de nous soutenir. Et ça nous fait plaisir. Vous avez également une playlist qui regroupe toutes les vidéos de la chaîne de cette saison. Il y a déjà une vidéo sur La Rochelle, Bayonne, Clermont et le bilan du Mercato de Top 14 qu'on avait fait avec Thomas il y a quelques semaines. Tout est à retrouver dans une petite playlist que je vous ai concoctée. Bon, je pense qu'on est prêt. J'ai plein d'infos que je vais chercher à droite à gauche. Il y a les budgets qui ont été sortis aussi par Rugbyrama. C'est surtout le retour de la Pro D2 ce soir. Donc oui, évidemment. Alors je sais pas au moment où sort cette vidéo, où est-ce qu'on en est si je la sors ce samedi, donc ça sera après la première journée, ou si j'arrive à la sortir avant le début de ce multi de Pro D2 pour ce Biarritz-Béziers qui ouvrira cette saison. Vous avez Angoulême-Provence, Aurillac-Carcassonne, Stade-Montois-Colomiers, Nevers, Agen, Valence, Dax, Oyonnax, Grenoble et Brive-Vannes. Un choc pour commencer cette première journée, c'est sympathique. On évoquera l'US Dax, Thomas, ne t'inquiète pas, je sais que la pression monte un petit peu. L'US Dax qui fait partie des mauvais élèves de ce championnat, puisque avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet de cette Pro D2, deux clubs démarreront avec une pénalité de points. Moins 3 points pour Biarritz, c'est un sacré bordel Biarritz, on va en parler. Et l'US Dax, moins 5 aussi. C'est des petites pénalités qui font un petit peu mal, quoi. Qui font mal parce que c'est dû aussi à des erreurs qui sont évitables, qui sont un peu tristes. C'est aussi du jamais vu pour le club landais. Voilà, ça pénalise drôlement le sportif et les joueurs qui se battent avec les moyens qui sont les leurs, hein, c'est-à-dire quasiment à l'avant-dernier budget du championnat. Donc c'est quand même lourd de commencer avec moins 5 points. Mais bon, ça peut aussi être une source de motivation. Alors Grenoble, dans une moindre mesure, avait réussi avec bien plus de points de pénalité.
Mais bon, ça restait Grenoble avec un gros budget, avec un effectif conséquent. Voilà, c'est un match bonifié de pénalité. Et quand on voit à combien ça se joue en fin de saison, bon, on se dit que ça pourra peut-être compter. Exactement, c'est une pénalité qui est due au non-respect des dispositions réglementaires et décisions de la commission de contrôle des championnats professionnels. Voilà, comme ça, vous avez le nom exact de la pénalité de l'USDAX. Je vous montre le classement de l'an passé. Effectivement, tu sors moins 5 points d'Ax sur barragiste. Donc, c'est pour vous dire à quel point ça va être serré ce championnat. Un championnat remporté par Montauban la saison passée. Bref, revenons à la tier list. Attaquons le premier club. C'est absolument pas dans l'ordre de quoi que ce soit. Le premier club, ça sera Brive. Club corrézien qui sera forcément à la lutte à la montée, qui est un des clubs historiques qui végète dans ce championnat de Pro D2, qui a été battu l'an passé en demi-finale par Montauban, qui s'est fait chipper à la première place l'an passé lors de la dernière journée face à Grenoble. Brive est un candidat au titre, on va dire, comme chaque saison. C'est un des gros budgets de ce championnat. Je vous affiche les budgets en même temps que je vais donner la parole à Thomas, mais forcément, il va falloir compter sur Brive pour animer ce championnat. Plus gros budget de top 14, 21,7 millions d'euros de budget. Oui, il va falloir compter sur eux. C'est vrai qu'ils sortent d'une saison décevante. Ils ont montré du mieux en fin d'année, mais on en attendait plus quand même. Mais c'est là qu'on se rend compte quand même que ce championnat-là est compliqué parce que quand on descend, finalement, même si on a des moyens, même si on a un effectif conséquent, ben, on n'est pas assuré non plus de jouer les premiers rôles en Pro D2. Donc là, oui, Brive a quand même déçu, a perdu aussi beaucoup de joueurs, mais c'est aussi beaucoup renforcé. Donc voilà, on attend aussi un peu plus de Brive dans différents secteurs, c'est-à-dire leur jeu de trois quarts, au large, aller trouver les espaces, aller trouver les intervalles, ce qui leur manquait sans doute un petit peu la saison dernière avec les trois quarts assez neutres finalement. En revanche, il y a toujours ce gros pack amené avec voilà, les Van der Merwe, les Chauvac. Il y a Herbst qui arrive aussi des Harlequins, et évidemment Courtney Lawes. Donc voilà, un très gros pack. On attend bien plus derrière. On verra aussi parce qu'il y a eu quelques blessés. On pense à Stuart Holding qui est un peu le couteau suisse de cette équipe, le régulateur, le joueur capable aussi de créer des différences, qui était souvent blessé. Voilà, donc il y a un peu de tout dans le recrutement. Il y a de l'expérience, beaucoup d'expérience. Il y a aussi un petit peu de jeunesse. Donc le mélange peut être assez intéressant. Quand on voit cet effectif-là, on se dit clairement que l'objectif, c'est quand même la montée. Maintenant, je pense qu'il manquera quand même un petit quelque chose à cette équipe de Brive en fin de saison. C'est pour ça c'est très compliqué de dire où est-ce qu'ils finiront. Mais je vais dire, c'est très complexe, mais je vais dire finaliste. Finaliste perdant, mais finaliste. On verra comment on va se comporter. J'hésite vraiment entre top 6 à la troisième place. Si tu veux, on cale tous nos top 6 et à la fin, on décide finaliste champion. Ouais, voilà, comme ça permet d'évoquer tout le monde. Comme ça, voilà, ça peut se faire. On cale le top 6, mais effectivement, Brive est un des gros candidats à cette montée de top 14. Ça, c'est à n'en pas douter. Eux qui ont perdu, je vous le disais, la première place la saison dernière face à Grenoble à la dernière journée. Bref, passons au second club. Paradoxal, oui. D'ailleurs, paradoxal de se dire, bon, Brive n'a pas réussi une très bonne saison, mais finalement, ils finissent deuxième. Ils sont à 4 points de Grenoble, ça se joue à une victoire un peu bête à l'extérieur. Et finalement, on fait le bilan en disant, bon, ben, la saison de Brive, elle n'est pas tellement réussie. Voilà, on va voir comment on va se comporter cette équipe. Cette lourde défaite face à Montauban à domicile aussi qui entache un peu. Oui, bah ouais, voilà, ouais, ça se joue aussi sur ça. Mais au final, cette défaite, elle est assez logique au vu de la saison parce qu'à l'extérieur, ils ont été extrêmement irréguliers. À domicile, on sentait que dès qu'ils accéléraient, ça pouvait faire mal et finalement, ils s'en sortaient à peu près de justesse.
Ouais, on va voir effectivement quel va être le comportement de cette équipe cette saison. Le recrutement, il est quand même assez solide, encore une fois, avec de l'expérience, avec de la jeunesse. Il y a des postes où ils ont perdu quand même pas mal de joueurs. On pense notamment Mathis Ferté ou Léo Carbonneau. Ils ont réussi à les remplacer plutôt bien, je trouve, avec notamment l'anglais Jamie Chilcock et l'irlandais, le demi-mêlée international John Cooney. Voilà, c'est assez cohérent. Il y a encore du monde en deuxième et troisième ligne. Il y a un pack qui sera encore solide. Donc c'est intéressant. En tout cas, sur le papier, c'est intéressant et c'est costaud et ils doivent faire au moins top 3. Au moins en top 3 pour Brave, qui était deuxième meilleure équipe à domicile la saison dernière. Deux équipes invaincues la saison dernière en Pro D2, ce sera Provence et Grenoble. Deux équipes qu'on retrouvera dans ce championnat de Pro D2. Cette saison, passons au club suivant. Je crois que c'était... alors, je reprends ma petite tier list et je vous affiche le club suivant. C'est Béziers. On va s'occuper de Béziers. Béziers qui a terminé au milieu, là, sont passés tranquillement. Béziers, je vais vous afficher au milieu au niveau des budgets. 9,4 millions d'euros de budget. Ils ont terminé précisément, je vais vous dire. À la... Tac, je reprends mon classement de la saison passée. 7ème place, aux portes du top 6 à la lutte avec Montauban. Est-ce que tu vois Béziers également lutter pour le top 6 cette saison ou rester dans le ventre mou ou mieux ou pire? Je pense qu'effectivement, oui, le club est ambitieux, le club a envie d'arracher cette fois-ci une qualification. Là encore, ça s'est joué à une Pas grand-chose. victoire pour le top 6. Mais ils ont perdu quand même beaucoup de joueurs, des joueurs très importants. Tupiola notamment, bon, qui était âgé, Vautou qui était âgé aussi, Nkinsi, bon, pour des problèmes extra sportifs, Fernandez qui était âgé aussi. Ils ont perdu bien évidemment Gabin Laure, arrière qui part à Lyon. Euh, et je trouve, alors le recrutement, il est plutôt pas mal, notamment en deuxième ligne avec Dufour. Moi, je trouve que c'est une très bonne recrue. Balthazar Amaya aussi, du Uruguayen. C'est vraiment une bonne recrue. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait le recrutement qu'ils auraient aimé faire. Et ça m'inquiète un peu, surtout pour jouer pour le top 6 en fait. En sachant que ça a quand même un petit peu remué lors de cette intersaison, puisque Pierre Caillé, l'entraîneur, qui avait quand même bien relevé le club, qui avait failli arracher une qualification, en fait a été mis clairement à la porte. Et ça n'a pas plu aux supporters de Béziers. On sait que là-bas, quand même, on vit aussi pour le rugby, donc ça crée un petit séisme. Et est-ce que voilà, le groupe a accepté ça aussi? Parce qu'on sait que Pierre Caillé était quand même très apprécié de ses joueurs. Voilà, ça aussi, ça va rentrer en compte. Maintenant, il y a de la qualité, hein, il y a de très bons joueurs, il y a toujours une très bonne troisième ligne. Voilà, Pauta, Doumenc, notamment Anseli, enfin, c'est vraiment Abescat, c'est vraiment pas mal. Derrière, il y a des jambes. Mais j'ai peur qu'à certains postes, il manque aussi peut-être un joueur. Voilà, à l'ouverture, ils ont eu un peu de mal avec les blessures à répétition de Romain Ruti, Victor Dreuil qui n'a vraiment pas convaincu, Charlie Mallier qui a été un peu blessé, qui est plutôt un arrière, en tout cas selon moi. La blessure de Samuel Marquez, ça fait mal aussi. Voilà, j'ai un peu peur que ce soit un peu court pour viser la qualification. Donc c'est pour ça que je vais les mettre hors top 6. Ventre mou ou bas de Je tableau? pense, ouais, Ventre mou, ça va être large. plutôt ventre mou. Plutôt ventre mou parce que bon, je pense que ils sont un peu plus armés que certains clubs. Ouais, un peu plus armés que certains clubs, mais je pense que ça va être encore un petit peu juste pour viser le top 6, même si encore une fois, voilà, ces pronostics sont toujours très difficiles à faire et la Pro D2 nous a montré avec la montée notamment de Montauban que on sait jamais ce qui peut arriver. Exactement. Il y a quand même un rajeunissement de l'effectif, le temps de mettre en place aussi avec le changement d'entraîneur, etc. Ça peut prendre un peu de temps sur le début de saison. C'est peut-être ça qui peut coûter à la fin du bilan des points à Béziers pour lutter pour le top 6. On va passer à Biarritz. Ça, c'est un gros morceau de ce championnat. J'allais te parler de Biarritz, projet 2032 Brennus, Antoine Dupont. Là. Bah, apparemment, je crois que ça a capoté un peu en vol. Puisque Biarritz est déjà à vendre, apparemment, selon Rugby Rama. C'est le propriétaire Pierre-Édouard Stérin qui est arrivé pour
racheté le club suite à la relégation qu'ils ont pris en national. Finalement, le club est resté financièrement, a pu assumer son budget de Pro D2. Mais le propriétaire veut déjà vendre. C'était donc un milliardaire. On sait pas trop où ça va Biarritz. Depuis, de toute façon, depuis quelques années, ça a l'air d'être un sacré bordel. Bon, qu'est-ce qu'on peut espérer de Biarritz? Est-ce que tout ça, ça peut impacter déjà les joueurs par rapport à la saison sportive qu'il faut faire? C'est quand même un club qui, depuis sa descente en Pro D2 en 2021 ou 22, de mémoire, c'est pas non plus la grande gestion. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Bah, chaque intersaison offre un nouveau feuilleton. Ils s'en sortent toujours de manière Comment? assez miraculeuse. Là, effectivement, il y a des sous qui ont été réinjectés. Je sais pas forcément que ça doit quand même un petit peu affecter le groupe, même si voilà, ils ont quand même fait 2 bons matchs de préparation face à Dax où ils sont bien montés en puissance et face à Bayonne où bah, ils ont quand même tenu bon et ils sont allés chercher un succès sur la pelouse de Jean Dauvé, même si bon, encore une fois, Bayonne n'était pas au complet et on sait aussi que les matchs de préparation veulent à peu près tout et rien dire. Euh, mais voilà, je trouve qu'ils ont plutôt bien visé leur recrutement. Ils sont allés chercher des joueurs au niveau confirmé. Voilà, Fortuyn, Backhaus, Bourdeaux notamment, et puis aussi des joueurs un peu en top 14, hein, Placine et Esgourg. Ça va ramener quelque chose, en sachant que ce sont des joueurs quand même qui en ont encore dans les jambes et qui connaissent bien le club, puisque ce sont des retours. Voilà, et surtout, ils vont s'appuyer aussi sur leurs espoirs, champion espoir. J'ai perdu le nom, mais je crois que c'est Elite ou Accession, je sais plus exactement le nom. Voilà, on a déjà vu quelques jeunes à l'œuvre, Elizondo, on a vu le centre aussi brésilien, Arlo pardon. Ils sont allés chercher Sam Spring, le petit Spring, qui vient de Nafarroa. Donc c'est bien. Ils ont vraiment des jeunes à tous les postes. On pense au numéro 9 à Noah Laurent, Johan Tapi qui a été aussi très bon. Il y a vraiment pas mal de qualité et des jeunes qui devraient se montrer. D'ailleurs, le pilier gauche titulaire ce soir avec Biarritz, c'est François Mur aussi, un joueur qui aime beaucoup porter le ballon. Voilà, ils vont s'appuyer aussi sur ça. Ça va être intéressant. Je pense que ce sera un peu plus costaud quand même que la saison dernière. Maintenant, je pense que oui, effectivement, l'objectif des propriétaires et du staff, c'est de faire jouer les phases finales, forcément. Est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas. Je pense qu'ils n'en seront pas très loin et qu'il manquera aussi un petit quelque chose. C'est pour ça que je les mets, pour le moment en tout cas, à moins que je change un peu d'avis d'ici peut-être 20 minutes, mais un peu dans le ventre mou pour le moment. Euh, mais c'est une équipe qui sera intéressante quand même parce que le recrutement il est bien ciblé et il est intéressant avec là aussi plutôt de l'expérience cette fois-ci. Et à côté de ça, on fait monter aussi des jeunes en équipe première et surtout on les fait jouer. Donc voilà, le projet est, je trouve, cohérent. Le projet Brennus, en tout cas, lui, 2032, bon, je Il y a pense un que peu c'est. pris, un coup d'un gars. Souvent annoncé à l'avance des dates comme ça n'a jamais réussi dans le Ouais, sport. Hein. C'est pas forcément non, des c'est vrai. bonnes idées. Ça rassure pas vraiment beaucoup sur les projets, mais Biarritz peut compter un peu comme Bayonne à la richesse de la région au niveau des jeunes talents. Et ça aide aussi pour amener de l'émulsion au sein de cet effectif Biarro. Ils vont en avoir besoin pour sportivement de faire oublier sportivement les déboires extra-sportifs de l'été, en espérant que ce soit terminé du côté de Biarritz, 9ème la saison dernière, je ne l'ai pas précisé au début. Et donc pour cette saison, peut-être un candidat surprise au top 6, on verra ça au fur et à mesure de la saison. On va s'attaquer à Colomiers qui eux étaient dans le top 6 l'an passé, 4ème de Pro D2 l'an passé. Colomiers donc, hop là je reprends mes budgets, de toute façon c'est comme ça qu'on va introduire les, les équipes. 8 millions 7 de budget, c'est des chiffres révélés par Rugby Arama encore une fois. Je remercie Oval News qui a fait le visuel pour Twitter, je me suis permis de le prendre. Comme ça, je les crédite. J'essaie de bien faire mon travail. Colomiers, un des plus petits budgets entre guillemets de Pro D2, mais qui travaille toujours bien.
Est-ce que Colomiers peut refaire la surprise du top 4 de l'an passé, enfin surprise, ou va rentrer un peu plus dans le rang? Non, je pense qu'ils ont les armes pour. C'est vraiment un club qui travaille très très bien, comme tu l'as dit, en matière de recrutement, en matière aussi de développement des jeunes aussi. Vraiment, c'est super cohérent ce qu'ils font. Euh, ils ont perdu notamment une charnière entière avec Degmash et Ron aussi qui est parti et De La Vega qui a arrêté sa carrière. Ils ont perdu Hugo Pacom qu'ils avaient quand même formé au club. Louis Descou aussi qui est parti à Narbonne. Et derrière, bon ben voilà, ils vont encore s'appuyer sur des jeunes. Il y a le jeune Carmona qui est titulaire aussi ce soir avec Colomiers qui arrive en provenance de Toulon. Enzo Sal, formé à Tyros qui est titulaire. Il y a le jeune Morel. Enfin, il y a plein de jeunes. Il y a le jeune Culina aussi, dont le père avait joué dans les années 2000. Enfin voilà, c'est vraiment cohérent ce qu'ils font. Et à côté de ça, ils sont allés recruter des joueurs qui auront largement le niveau. Phil Quitté qui joue en top 14 un peu avec Van. Nicolas Martins qui était en manque de temps de jeu, le portugais à Montpellier. Plataré qui est une machine à plaquer qui arrive de Nevers. Valentin Delpy qu'on connaît bien, qu'on a déjà vu en top 14 qui est prêté par Toulouse. Jules Danglo qui arrive de Toulon. Voilà, c'est vraiment un club qui travaille super bien, qui est très intéressant et surtout avec des armes, des facteurs X derrière absolument magnifiques. On a vu le centre Raymond Nou, il y a Rodrigo Marta, Vincent Pinto, Angelo Tuitavuki. Vraiment, c'est une équipe qui l'an dernier a vraiment surpris tout le monde. Alors c'est vrai qu'ils ont mal terminé, ils se sont fait vraiment laminer contre Montauban, ça a été une grosse surprise. Mais par contre, tout au long de la saison, ils ont été vachement bons. C'était vraiment une équipe très très plaisante à voir jouer, peut-être la plus plaisante, sincèrement, avec le jeu de trois quarts le plus léché, le plus intéressant. Vraiment, il y a du danger partout avec cette équipe. Même si voilà, Julien Sarrotte, l'ancien entraîneur, est parti pour un nouveau projet. Je pense qu'on devrait voir un Colomiers dans la lignée de ce qu'ils ont pu faire la saison dernière. Donc moi j'en attends quand même pas mal. Et c'est pour ça que je vais les faire rentrer dans le top 6. Je sais pas trop à quelle place, mais sincèrement moi c'est une équipe qui me donne envie de les regarder. Donc qui me donne envie de la regarder, pardon. Et donc voilà, c'est pour ça que je les mets dans les top 6. Est-ce qu'il manque pas un peu de nombre en termes d'effectifs? Est-ce que ça peut pas tirer un peu sur la corde du coup si tu manques un peu de... Non, je pense pas parce que encore une fois, par exemple, quand on regarde les deuxièmes lignes, effectivement, Lavalini, Edwards, Thomas, on se dit s'il y a un blessé peut-être, mais ils sont allés chercher Thomas Adélaïde, formé à Toulon, qui est parti à Bourgoin, qui voilà en national était vraiment bon, donc ils le font. Voilà, c'est un joueur qui, on va pas se mentir, qui n'a pas forcément coûté très cher, mais qui sera au niveau. Ils sont allés chercher aussi l'arrière Alexandre Bory, formé à l'UBB. Était promis un bel avenir, qui est ensuite parti, qui est parti à Massy, qui en national était vraiment bon, qui revient. Voilà, vraiment, ils vont chercher des joueurs comme ça et ils ont des Chercher des profils revanchards. aussi. Oui, exactement, des revanchards, mais aussi des joueurs très polyvalents. Pinto, Alonso, Valentin Sors peuvent jouer à l'aile et à l'arrière. Rodrigo Marta peut jouer à l'aile ou au centre. Martin Dulon peut jouer à l'aile ou au centre aussi. Max Auriac, on l'a vu au poste d'ouvreur, on l'a vu à l'arrière. Ils ont vraiment des joueurs très polyvalents. Et puis ils sont allés chercher aussi, quand on regarde les talonneurs, Lachaud, Dimchef, Larieux, honnêtement, là, c'est vraiment top, quoi. T'as trois talonneurs de très bon niveau. Donc voilà, vraiment, c'est un club qui travaille bien. Il y a de l'effectif, il y a de la ressource. Et encore une fois, ils vont réinjecter un peu de jeunes. Donc voilà, moi, vraiment, ça m'intéresse de les voir cette saison à l'œuvre et je les fais rentrer dans le top 6. Ouais. Et ben, top 6 pour le revanchard et les couteaux suisses de Colomiers. On va pouvoir enchaîner sur autre candidat logiquement au top 6, c'est Grenoble, le malchanceux de Pro D2. 3 défaites consécutives en finale. En barrage aussi contre le barrage donc de top 14, c'est souvent Perpignan qui retrouve Grenoble. Ça va plus être sur l'aspect mental qu'on va voir si Grenoble est capable de se relever, parce qu'après tant d'échecs, repartir au combat pour une saison de Pro D2, faut être très très bon dans la tête pour ces Grenoblois, parce que la qualité ils l'ont, ça ils le montrent chaque saison.
Et il leur manque ce truc pour ce step à passer, et c'est plus là où on va les attendre, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est sûr que ça doit faire du mal de voir cette équipe à chaque fois arriver à ce stade et ne pas y arriver, être si près si loin au final. Et c'est vrai que la saison dernière, ils partaient de loin, on l'a dit en préambule, mais ils avaient perdu beaucoup de points d'un point de vue administratif avant la saison. Finalement, ils ont réussi à le rattraper, à finir la saison en boulet de canon. Mais c'est une équipe qui a souvent l'habitude de faire ça, c'est-à-dire que la première partie de saison, elle est compliquée, puis il y a peut-être ce match déclic, cette défaite ou cette victoire déclic qui leur permet voilà, de finir très fort et d'arriver tout le temps en phase finale et surtout en finale. Mais là, je vois une saison peut-être un peu plus compliquée. Alors, un peu plus compliquée, je les vois pas descendre, hein. Mais voilà, je sais pas, ils ont perdu là aussi des joueurs importants. Tu l'affiches à l'écran, mais Leno qui part au Racing, Saragalé qui part à Lyon, Moaroua à Clermont, Huleux au Racing, Cross à Brive. Ils ont aussi ce problème ce problème de pauvre, j'ai envie de dire, c'est-à-dire ils forment beaucoup de très bons joueurs qui mais malheureusement sont aspirés par des clubs de top 14. Ils peuvent pas lutter. Chaque année, c'est un peu la même chose à Grenoble. Finalement, ils arrivent toujours à remplacer ces joueurs ou à avoir d'autres jeunes qui tapent à la porte. Mais pour autant, voilà, je pense que ça sera peut-être un petit peu plus dur pour eux cette saison. Pas forcément d'un point de vue mental, parce que il y a de nouveaux visages et voilà, chaque saison est différente, mais voilà, je pense qu'en termes d'effectifs, ils ont quand même perdu des joueurs très importants. C'est pour ça que je vais les voir quand même dans le top 6 forcément. Mais voilà, une saison peut-être un petit peu plus difficile pour Grenoble, même si on a envie de les voir. Et la saison dernière, ils nous ont offert encore une grande saison avec des trois quarts notamment très bon. Donc, ouais, je les vois plutôt dans le top 6 que dans le ventre Oui, mou quand même. pardon, c'est moi qui suis ouais, j'écoutais, mais j'ai Après, foutu. peut-être que c'est ton avis, hein. Peut-être que c'est la surprise vers le bas, quoi, on sait pas. Non, Je sais pas. mais bah écoute, on espère pour Grenoble, peut-être qu'ils ont laissé passer leur chance. Ils ont eu quand même quelques chances, malheureusement, les Grenoblois, et c'est dommage d'avoir autant foiré j'ai envie de te dire, les finales. Des choses qui arrivent malheureusement, mais c'est vrai que ça fait un peu les malchanceux de ce championnat de Pro D2. On va passer au club suivant. Hop, je l'affiche la tier list. À l'écran, c'est Oyonnax, dont on va parler, qui était descendu il y a 2 ans de top 14 à Pro D2 après être monté, qui a un magnifique maillot cette saison. Je trouve que voilà, il est esthétiquement sympathique ce maillot d'Oyonnax, qui a fini dans le ventre mou bas de tableau à lutter pour le maintien l'an passé en Pro D2. Finalement, qui s'en est sorti, qui repart pour une saison. Est-ce que tu vois Oyonnax avoir les mêmes galères que l'an passé ou peut-être retrouver un petit peu plus de couleurs dans ce championnat? Ils ont intérêt à se réveiller, j'ai envie de te dire, parce Ouais. que la saison dernière, elle est honteuse et elle est indigne pour un club qui descendait de top 14, pour un club avec un tel budget et surtout avec un tel recrutement. Euh, Honnêtement, la saison dernière, je pense que personne n'a compris. Il y avait vraiment pas grand-chose dans cette équipe. Derrière, c'était pas flamboyant du tout. Devant, c'était pas dominant. On retrouvait à peu près toujours les mêmes joueurs qui sortaient du lot. Donc là, cette saison, j'ai presque envie de dire qu'il y a intérêt que ça bouge, quoi, parce que je pense que le staff aura la pression. Ouais, c'était vraiment une anomalie de voir Oyonnax aussi bas la saison dernière. Euh, mais là, c'est pour ça aussi qu'ils sont allés se renforcer avec des joueurs quand même confirmés là aussi. Vivas, international argentin, Carcazze qui arrive de Montpellier. Voilà, il y a des joueurs qui arrivent avec peut-être le niveau juste au-dessus. Rotuizola, c'est du solide en deuxième ligne. Alban Roussel, Uzer Kassim, voilà, ce sont des joueurs qui ont connu le top 14. Derrière, voilà, Matt Cava sera attendu à l'ouverture. Dani Toala, joueur très intéressant, capable de jouer centre ou arrière, l'international samoan. Enzo Rebier, prêté par Bordeaux, je pense qu'il aura faim, il connaît bien le club et il revient. Il y a le jeune Syria Guili qui arrive de Tyros, qui a connu Clermont. Voilà, il y a vraiment de la qualité. J'aime beaucoup ce recrutement-là, en sachant qu'ils ont des départs qui sont pas forcément très importants. En tout cas, on n'était pas sur des titulaires, à part ouais, Johnson, Fabreg, Durand.
Pour le reste, bon, c'était des joueurs qui jouaient assez peu, qui étaient souvent blessés ou qui étaient âgés. Donc là aussi, nouveau chapitre, on a réinjecté du sang neuf dans cette équipe, mais Oyonnax ne pourra pas refaire la même saison, c'est pas possible. En tout cas, sur le papier, ils se doivent de faire bien mieux. Donc voilà, je pense que une équipe qui va progresser, c'est une équipe qui va être dangereuse, je pense, et c'est pour ça que je les mets aussi dans le top 6. Top 6. Et je crois savoir que les 2 prochaines places seront peut-être pour les 2 prochains clubs qu'on va traiter, comme ça nous complétera notre top 6. Peut-être, on verra. Mais c'est vrai que la saison dernière au Oyonnax a été très compliquée. Je affiche juste le classement de la saison dernière pour ceux qui ne l'ont pas forcément en tête. Ils ont terminé à la 12e place avec 4 petits points d'avance sur Aurillac Barragiste. C'est pour vous dire que ça a été un petit peu galère, mais heureusement qu'il y avait Nice pour jouer la descente l'an passé. À la place de tout le monde, Nice qui peut-être on reverra bientôt au vu du budget prévu pour le championnat national. Ça, c'est un autre débat. Bref, on va passer au club suivant. Hop, je vous affiche la tier list. On va passer à un club qui sera normalement à la lutte pour la montée. Un club qu'on voit monter depuis des années, mais qui n'y arrive toujours pas, c'est Provence. Est-ce que c'est pas lui le plus gros favori avec Vannes, forcément, de cette saison de Pro D2 Provence qui a toujours ses ambitions, qui a le moyen de ses ambitions, mais qui a jamais la réussite de ses ambitions, j'ai envie de dire. Qui est le troisième plus gros budget de top 14, 17 millions d'euros. Bon, ça c'est anecdotique, parce que bon, il faut de l'argent et des idées dans le sport. Peut-être ce qui a manqué à Provence parfois. Est-ce qu'on les voit enfin réussir cet objectif de monter en top 14? C'est une équipe qui me frustre parce que ça fait plusieurs saisons quand même qu'ils vont chercher du lourd, mais qu'ils n'y arrivent pas. Alors oui, chaque année, il y a quand même pas mal de blessés. Il y a quand même aussi beaucoup de déceptions en matière de recrutement. George North, bon, est arrivé malheureusement blessé. C'est compliqué pour lui de revenir. Thomas Francis a fait ses matchs, mais il n'était pas non plus ultra dominant. Là, encore une fois, il y a quand même un recrutement qui est plus qu'intéressant. On va chercher. Ouais, c'est du très solide, en sachant qu'aussi, on va chercher Philippe Saint-André quand on connaît l'exigence de ce monsieur et sa connaissance du rugby. Bon, on se dit que là, Provence, son objectif, c'est la montée. Hein. L'objectif, c'est pas le top 3, c'est la montée, c'est tout. Après, je sais aussi que Philippe Saint-André, il me le disait d'ailleurs en interview il n'y a pas très longtemps, que si jamais il n'y a pas de montée cette année, bon, ben, ce sera plus tard. Bon, je pense aussi que il y a quand même urgence parce que ça fait quand même plusieurs saisons que Provence. Ouais. Et puis le budget, il est très conséquent. Ton recrutement, à chaque fois, il est presque au-dessus de tous les autres clubs. Bon, ils se doivent de faire une grande saison. Ça va. Je pense que ça se mettra bien en place. Voilà, terrain synthétique. Ils ont des trois quarts avec du feu dans les jambes. Devant, ça devient très épais. Hein. Le pack aligné encore ce soir. Franchement, c'est du très solide. Ils sont allés chercher Sébastien Taufifenua, quand même, international français aussi. Albert Touizoué, troisième ligne fidjien. Mathieu Voisin, qui va avoir faim aussi de ballon et de temps de jeu. Derrière, moi, il y a un joueur qui est peut-être l'un des joueurs à suivre cette saison, c'est Setareki Bitouniata, qui jouait à Brive et au Stade Toulousain, qui a été gravement blessé aussi la saison dernière. Mais je pense que lui, voilà, dès qu'il sera de retour, ça va faire de très 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 gros dégâts. Et vraiment, ils ont un triangle arrière de feu, des trois quarts qui plantent énormément d'essais à l'image d'Adrien Lapègue. Voilà, c'est une équipe qui doit viser la montée, c'est une équipe qui doit faire mieux. Et c'est pour ça que cette année, je vais les voir finalistes. Parce que j'en attends encore beaucoup de cette équipe et qu'ils se doivent maintenant d'aller chercher plus que des demi-finales et plus que des barrages. Il y a un step-up à passer pour Provence qui fait parfois des meilleurs recrutements que les promus en top 14. C'est quand même assez fou. Donc oui, effectivement, là pour Provence, il va falloir aller chercher quelque chose parce que évidemment les moyens sont déployés. Il ne reste plus qu'à convertir l'essai, on va dire, gentiment pour rester dans le thème. On va passer au beau promu de la saison dernière qui est redescendu en Pro D2, c'est Vannes.
qui là aussi forcément sera un favori parce que Van redescend à peine de top 14 en ayant montré un très très beau visage l'an passé du côté de l'élite du championnat français. Van qui est le deuxième plus gros budget du championnat, mais ça n'étonne personne, qui veut se stabiliser comme un club de l'élite. Bah, on l'a vu avec Oyonnax, tu peux toujours rater ta redescente et il faut pas la rater cette redescente là parce que sinon elle peut être vraiment violente et dangereuse. Donc pour Van, il y a eu du changement, ça a bougé un petit peu en termes d'effectifs, c'est normal. Mais est-ce que Van peut et est le favori de Pro D2 cette saison? Oui, ben encore une fois, bon, c'est peut-être la solution de facilité de dire ça parce qu'ils viennent de descendre, parce que c'est l'un des plus gros budgets. Bon, euh, quand on voit l'effectif et puis surtout au-delà de l'effectif et au-delà du recrutement aussi qui est bon, hein, Dave Sherry qui avait joué le tournoi Destination avec l'Écosse, de Benedictis en manque de temps de jeu mais qui sera je pense au niveau, Roudil et surtout Boutier aussi qui connaissent bien ce championnat. Il y a aussi cette ossature quand même de la saison dernière. Quand on regarde les départs, bon à part ouais, je pense Mukoro et Rayassi. C'était vraiment les deux, peut-être les deux meilleurs joueurs, en tout cas deux titulaires incontournables, mais pour le reste, ce sont des joueurs qui n'avaient pas tant de temps de jeu que ça. On a gardé le staff autour de Spitzer. Voilà. Ils sortent quand même d'une saison où ils ont appris en top 14. Ils sont pas passés loin d'un maintien qui aurait été à dire mérité, parce que s'il n'y est pas, c'est qu'il n'est pas forcément mérité, mais d'un maintien qui n'aurait pas été volé. Voilà, ils ont montré de très belles choses. Je pense qu'ils peuvent vraiment, euh, non pas construire, mais reconstruire à partir de ça. Voilà. Forcément, ce sera pas la même chose, mais ils seront toujours portés par leur public à la Rabine. Il y a encore de l'expérience. Il y a des jeunes joueurs comme Takola qu'on a vu aussi brillant l'an dernier. Il y a Marin Boulier qui arrive de Rouen aussi, un 3/4 centre qui est vraiment très intéressant. Voilà, il y a de la qualité à tous les postes. Forcément, ils redescendent de top 14 et ils avaient montré un très bon visage, donc on est un peu obligé de les mettre dans les favoris, voire dans la catégorie champion. Maintenant, on verra aussi sur la durée comment ils vont se comporter, ou est-ce qu'au contraire, ils vont avoir un peu de mal au départ et se réveiller en fin de saison, ou est-ce que ça va être le contraire? On verra, mais forcément, cette équipe-là vise la remontée et elle est armée, en tout cas, et c'est pour ça que je vais les voir champions. Oh, ça c'est beau, ils nous vendent déjà le champion, ça sera Van. Ouais, à voir, parce que autant l'an passé, t'étais absolument pas attendu, t'avais cette petite folie du promu, et donc t'étais sans pression, autant là, ça va être complètement l'inverse. Tu seras extrêmement attendu absolument partout où tu vas passer. Curieux de voir comment Van va rebondir du côté de la Pro D2, ça va être assez intéressant. On va passer à un club qui nous a fait... Et moi, il m'a fait bien rire l'an passé, sans être péjoratif, c'est Angoulême. C'est le club qui ne prenait pas un point à domicile et prenait tout à l'extérieur en début de saison. C'est quand même assez fou, ce qui est suffisamment rare dans le rugby quand même. Meilleure équipe à l'extérieur de Pro D2 l'an passé, Angoulême, qui a fait une plutôt bonne saison, qui va enchaîner une nouvelle saison Pro D2. Ils ont terminé 5e donc, de ce championnat. Ils sont allés en demi-finale. À l'extérieur, 31 points pris, mais ils en ont pris pas mal en début de saison. À domicile, c'était un peu plus compliqué, c'est ce qui leur a coûté cher, puisqu'ils ont terminé 9e meilleure équipe à domicile, avec quelques petites 4 défaites et un match nul notamment. Ah, c'était l'équipe surprise de l'an passé en début de saison, parce que c'est vrai que des équipes comme ça qui sont très peu solides chez elles, mais qui vont chercher pas mal de points à l'extérieur, c'était assez surprenant quand même. Ah ouais, et d'ailleurs, c'est quand même très difficile à expliquer, Ouais, c'est vrai. sachant qu'en plus, il y a quand même un joli stade à Chanzy, il y a quand même du public. Voilà, est-ce qu'il y avait trop de pression à jouer à domicile? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si le staff a les réponses à cette curiosité. Il n'empêche qu'effectivement, c'est une équipe qui a fait beaucoup de jeux la saison dernière, qui a été euh, très intéressante à voir jouer, avec des avants au niveau, des joueurs qu'on avait peut-être un petit peu perdu de vue et qui se sont révélés, des joueurs qu'Angoulême est allé chercher il y a un moment
et qui ont été très bons. Il y a eu des jeunes, il y a eu des joueurs aussi prêtés, pas mal. Clément Saint-Tubéry qui est arrivé de Toulouse, Mamoudou Meïté aussi qui reste, qui est arrivé du Stade Français, qui a vraiment été très très bon. Et derrière, il y avait des jambes. Voilà, mais Barrett, Arthur Proult, enfin Jules Dubec. Vraiment, moi, c'est une équipe qui, en tout cas, sur le papier, me plaît beaucoup parce que il y a vraiment de la qualité. Les postes, ils ont des profils bien spécifiques. Alors ils perdent malheureusement aussi un joueur le plus solide qui est Alex Massibaka qui retourne à Montpellier. Mais voilà, encore une fois, il y a de la qualité. Ils perdent ce profil un peu de perforateur, mais ils ont de très bons plaqueurs. Ils vont recruter Jean-Maurice Descubert, voilà, qui a vécu 1 ou 2 années un peu compliquées à Vannes, mais qui est vraiment une machine et un vrai poison. Pas le plus épais, mais en tout cas, je pense que dans les zones de ruck, ça va faire mal. Et Richie Arnold, qui arrive avec son expérience du haut niveau, bon, qui est un peu blessé depuis la saison dernière, mais voilà, je pense que ça va faire du bien d'avoir un peu d'expérience aussi, un joueur qui sera forcément très important dans le secteur de la touche. Euh, voilà, et puis pour encadrer les jeunes, il y a les 2 jumeaux Morand-Bruyat aussi à ce poste qui, la saison dernière, se sont révélés. Voilà, c'est une équipe très intéressante, voilà, bien coachée par Alexandre Ruiz qui a magnifiquement réussi sa transition arbitre-entraîneur. Il y a un bon staff, il y a une belle équipe. Ça va être intéressant de les voir. Euh, donc, c'est vrai que je les ai beaucoup encensés et malgré ça, j'ai presque envie de te dire qu'ils seront aux portes du top 6. Je ne vais même pas les mettre dans le top 6. Mais là, le C'est top un 6 peu c'est dur. complet. Là. Mais... Là, on a mis que des cadors dans le top 6. Oui, mais c'est pour ça, je vais les voir à la lutte, bien sûr, pour le top 6, mais peut-être pas franchir le cap et peut-être avoir une saison difficile. Ce que je ne leur souhaite pas, bien sûr, mais en tout cas, c'est une équipe qui, avec Angoulême, faisait partie des équipes les plus joueuses du championnat. Et je pense que ça ne changera pas. Eh ben, c'est parfait. C'est dit pour Soyaux Angoulême, qui, on l'espère, nous régalera autant que la saison passée, mais en tout cas, c'était bien sympathique de les suivre en Pro D2 lors de l'exercice 2024-2025. Le SU Agen, alors Brian n'est pas là, donc on va pas du SU Agen quand même, parce que c'est son petit club de cœur, le SU Agen, qui végète toujours en Pro D2, qui est là. Alors la saison passée, tac, je vais vous afficher le classement. Agen, hop, il faut descendre un peu bas parce qu'ils ont lutté pour le maintien. Ils ont fini à 4 points d'avance sur le Stade Montois. C'est pas du tout le bon classement. Je me disais c'était bizarre. Ils ont fini à 2 points devant Aurillac. Ils ont fini aux portes de premier non relégable, on va dire. 14e, lutte pour le maintien. Et cette saison, alors faut que je retrouve l'article. C'est un article de la Dépêche. Objectif être performant. Reprise à Nevers. Agen va lutter pour son maintien. Il faut pas descendre. Ouais, notre objectif, c'est d'être performant. Je crois qu'on ne peut pas faire plus bateau que ça. C'est ça, et c'est terrible, hein, je trouve. Après, faut les revoir, et j'avoue que j'ai pas pu, mais parce que l'article est payant, mais Ouais, mais c'est dur hein, quand même. la gestion du club est quand même très compliquée Ouais. depuis plusieurs saisons. Je suis très triste, franchement, pour certains joueurs qui se battent chaque week-end avec leurs armes, sont tout le temps critiqués. Je pense qu'ils n'y peuvent pas grand-chose. C'est pareil pour les staffs. Hein. Les staffs passent et puis se font limoger. C'est qu'il y a un problème quelque part. Voilà. Et en dernier, pour moi, il y avait vraiment un staff de qualité autour de Barry Maddox, de Dave Ryan, Adel Fella, Sébastien Calvé. Ça n'a pas fonctionné, mais le problème, c'est qu'avant, avec Bernard Gouta, ça ne fonctionnait pas non plus. Voilà. Pour moi, ça manque clairement, peut-être, c'est triste à dire, mais d'un ménage en matière d'effectifs. Je trouve que à certains postes, ça manque vraiment de qualité, tout simplement. C'est un peu dur ce que je dis, mais je pense que c'est la réalité. Et voilà, ils ont aussi des blessés en coulisses. Je sais pas trop comment ça se passe aussi avec la présidence. Enfin, c'est un peu compliqué. Voilà, on va voir. Là, je pas très optimiste, mais je me dis aussi que à certains postes, il y a vraiment de très bons joueurs. Je pense à la troisième ligne avec Valentin Guéraud, notamment, qui a fait une saison monstrueuse l'an passé, qui a été le meilleur Agenais, tout simplement, et l'un des meilleurs troisième lignes du championnat, qui a grandement contribué au maintien des siens.
Voilà. Est-ce qu'on verra aussi des jeunes? J'en vois pas énormément, à part le jeune Dylan Kazmajou aux ailes, qui est un joueur très bon en défense notamment. Voilà. Je sais pas trop comment analyser cette équipe d'AG1 qui avait quand même pas mal de difficultés, notamment en conquête, même si ça a été un peu mieux, c'est vrai, en fin de saison, alors sauf en touche, mais en mêlée, c'était quand même assez prometteur. Maintenant, ça va être juste, je vais les voir bas de tableau, Ouais. euh, un peu mieux que la saison dernière, mais je pense qu'ils peuvent jouer à se faire peur. Ah, c'est un peu le propre d'Agen, j'ai l'impression, cette dernière saison, malheureusement, ce jeu à se faire peur. Et t'as un peu tout dit. Le problème, c'est quand t'as pas un bon contexte, peu importe les entraîneurs et les staffs que tu mettras, ça sera compliqué de performer. Donc, on verra ce que ça va donner pour Agen en souhaitant un peu de bonheur, en supporter un peu de baume au cœur aux supporters agenais dans cette saison. On va passer à Aurillac. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est l'avant-dernier budget de Top 14. C'était le barragiste de l'an passé, Aurillac. Qui s'en est sorti et qui va à nouveau lutter pour son maintien. On va être très honnête, à moins que tu voies Aurillac faire autre chose. Je pense que l'objectif il est fixé Non. pour Aurillac, il faut rester en Pro D2 quoi. Ouais, voilà, bon, après, c'est l'avant-dernier plus petit budget, je crois, de la division, C'est donc ça. c'est difficile de viser plus haut, en sachant que là aussi, gros problème d'Aurillac, c'est que c'est un, oui, c'est un problème, oui, mais ils forment beaucoup de très bons joueurs. Ils vont chercher aussi de très bons joueurs dans des divisions en dessous. Derrière, ils se les font piquer, quoi. Ou alors, ils vont chercher des joueurs en prêt qui explosent. Encore une fois, c'est une équipe qui travaille, en tout cas une direction, un staff qui travaille magnifiquement bien et qui va à chaque fois réussir à renouveler l'effectif, aller injecter du sang neuf, des jeunes qui seront au niveau. Mais ouais, on le sentait un peu l'an dernier. On se disait, oui, ok, tu fais ça chaque année, c'est joli, mais à un moment donné, ça craque, hein, forcément. T'es obligé quand les gros viennent te chercher tes meilleurs joueurs. Voilà, c'est compliqué d'aller les remplacer. Euh, bon, je pense que Aurillac vivra la saison encore difficile. Voilà, ils ont perdu Hugo Sun aussi, qui était leur maître à jouer. Encore une fois, il y a de la qualité, hein. Il y a vraiment de très bons jeunes. Il y a aussi un Lucas Houdard qui était tout simplement monstrueux, qui, à mon sens, a rien à faire en Pro D2. Voilà, ils ont réussi à conserver quelques joueurs intéressants comme Maël Perrin, qui a été un petit peu blessé la saison dernière, ou Mehdi Slamani, pour qui, je pense, ce sera la dernière saison en Pro D2. Voilà, mais je pense que ce sera un peu juste. C'est une équipe qui met toujours du combat, mais a été un peu moins solide à domicile que d'habitude et que ces dernières saisons. Donc je pense que ce sera une saison un peu compliquée pour Aurillac. C'est compliqué. Je vais les voir barragistes encore une fois. Ça va pas se jouer à beaucoup, hein. Je pense que ce sera une équipe qui réussira à faire des bons coups. Mais ouais, ce sera encore difficile, mais j'ai envie de dire que ça reste logique, hein. C'est logique aussi. 5 défaites l'an passé à domicile pour Aurillac, 14e meilleure équipe du Pro D2. Dans ses bases, seuls le Stade Niçois et le Stade Montois font pire. Ça tombe bien parce qu'on va parler du Stade Montois qui était également à la lutte pour le maintien, qui a fini un point devant Agen la saison dernière. Même combat, hein, j'ai l'impression. Si on est bien classé dans cette tier list, c'est qu'on a les clubs à la lutte ensemble, qui restent un petit peu ensemble, on les enchaîne. Est-ce que tu vois le Stade Montois faire mieux que l'an passé? Bah, j'ai peur pour le Stade Montois. Ça fait plusieurs saisons, je me dis, ça Passe va pas pas loin. tenir, ça va être chaud. L'an dernier, ça a été chaud. Il y a eu un staff à l'écart. Là aussi, problème du Stade Montois, beaucoup de très bons joueurs qui partent ailleurs, la Guivala par exemple. Là, en plus, il y a un peu page qui se tourne avec des historiques qui partent, Johan Laous et Yann Bretus notamment. Voilà, le recrutement est toujours un peu compliqué. Ils essaient aussi, et c'est tout à leur honneur, d'intégrer des jeunes à leur effectif.
des jeunes du coin en plus, des Landes. Mais j'ai peur. J'ai peur parce que je pense que cette équipe a des qualités derrière, notamment. Des joueurs qui vont vite, qui sont techniques, de beaux appuis. Je pense que l'ailier de La Rochelle, Thomas Cicero, qui a été prêté, devrait faire parler de lui. Iban Laclos, qui arrive de Tyros, demi-d'ouverture aussi. Je pense que s'il a du temps de jeu et qu'il progresse en défense, ça peut être un joueur très, 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 très intéressant. Maintenant, je pense qu'il va y avoir des manques, notamment devant. Je vois mal cette équipe rivaliser. Déjà, l'an dernier, ça a été compliqué. Là, cette année, je pense que ça va être encore plus compliqué en conquête. Sur les matchs de préparation, alors là aussi, ça veut tout et rien dire. Ils ont quand même été largement dominés. Moi, ça me fait un peu peur pour cette équipe de Mont-de-Marsan. Je ne sais pas s'ils auront cherché peut-être un joker à ce poste, au poste de pilier, par exemple, en cours de saison. Mais j'ai un peu peur que ça craque. Je pense qu'ils vont flirter avec la place de barragiste. C'est pour ça que je vais les mettre bas de tableau. Euh, Même si je leur souhaite de faire une bonne saison, hein, mais j'ai un peu peur pour le Stade Montois, honnêtement. À voir le sein de mon toit, mais c'est vrai que la lutte risque d'être très serrée en bas du tableau entre les différentes équipes. Je vous dis, hein, ceux qui regardent la vidéo, qui nous écoutent en podcast, faites confiance sur les joueurs de Tyros. Vous pouvez lui faire confiance. Carcassonne, le promu qui a pris la place entre guillemets du stade niçois, plus petit budget du top 14. 5 147 000 euros de budget selon Rugbyrama. Pour vous donner un ordre d'idée, on vient de parler du stade Montois qui était à 8,4 millions. Et avant ça, on a parlé d'Aurillac qui était à 5,8 millions. Voilà, c'est les petits budgets de ce top 14. Carcassonne, promu. Bah, pour le promu, c'est toujours compliqué. On a parlé de ce possible gap qui pouvait se creuser entre top 14 Pro D2 et le reste. Et de toute façon, on va dire j'ai pas envie de dire qu'ils ont rien à perdre, Carcassonne, mais ça risque d'être compliqué quand même. Ouais, ben c'est le retour de Carcassonne en Pro Oui. D2. C'est vrai qu'ils ont fait une grosse fin de saison l'an dernier parce que ils n'avaient pas très bien commencé. Euh, Là, effectivement, ils arrivent avec un petit budget, avec un recrutement bon, ben, qui découle aussi et qui est en adéquation avec le budget, forcément. Alors, ils ont quelques coups intéressants. Ils se sont fait prêter Yann Boubila en provenance du Stade Toulousain. Ils ont l'expérience des deux Timani. Euh, Wadman aussi, qui est un centre très costaud qui arrive d'Australie. Pablo Patilla aussi, prometteur trois quarts centre ou ailier. Euh, et je pense que ça va craquer. Voilà. En termes d'effectifs, j'ai un peu peur, notamment devant, qu'il y ait des manques. Pareil à la charnière, même si en neuf, qui sont plutôt armés, je trouve qu'à l'ouverture, en revanche, c'est un peu plus compliqué. J'ai peur que ça craque, notamment en fin de saison ou sur la seconde partie de saison, notamment devant. J'ai regardé un peu leurs matchs amicaux. Ils ont fait drôlement bousculer en mêlée. Euh, c'est, J'espère qu'ils arriveront quand même à tenir tête aux autres équipes, mais j'ai vraiment peur devant pour eux. Et c'est pour ça que je vais les voir redescendre. Euh, voilà. Même si il y a quelques joueurs intéressants qu'on va découvrir, hein, notamment derrière, mais voilà, ça va vraiment être compliqué pour eux, je pense. Ce retour en Pro D2 va être compliqué. Ouais. En Pro D2, pardon, compliqué pour Carcassonne. En profiter tout de même, ça peut toujours être intéressant. À voir s'ils font une surprise. Il en reste 3 quand même. Il en reste Nevers, Valence Roman et Dax. Ben, on va passer à Nevers tranquillement. Voilà, on va enchaîner sur ce club-là. Alors, est-ce que je retrouve mon classement? Oui, 10e de Pro D2 l'an passé. Est-ce que ce sera le bon club de milieu de tableau encore une fois cette saison? J'ai aussi peur pour Nevers. J'avais Et peur t'as la peur pour saison beaucoup de dernière. clubs. Ouais, j'avais peur la saison dernière et je me suis 4e dit budget que de Pro D2. ouais, ouais, mais c'est une équipe aussi qui s'est fait piquer pas mal de joueurs. Euh, Notamment, il y a eu le départ d'Amba Diang aussi à Castres. Et c'est une équipe qui, la saison dernière, a frôlé quand même la catastrophe, hein, qui était vraiment pas loin des dernières places. Euh, mais c'était prévisible. Je pense que c'était prévisible parce que ils n'avaient vraiment pas réussi à remplacer des joueurs très importants qui avaient quitté le club. Euh,
c'est une équipe qui, malgré son budget, essaie de travailler intelligemment en allant chercher aussi des jeunes à fort potentiel. Ils ont des jeunes aussi du coin, notamment de Lyon, qui arrivent dans les équipes de jeunes et qui sont ensuite reformés à Nevers et qui arrivent en équipe 1. Mais c'est pareil, là, heureusement, ils ont réussi leur fin de saison dernière pour obtenir leur maintien, mais ça a été vraiment compliqué. J'ai peur qu'ils vivent à peu près la même saison, voire pire. Voilà, il reste de la qualité, forcément, mais je sais pas. Je me demande ce que va faire cette équipe de Nevers. Ouais, je suis un peu pessimiste. Bon, à eux de me prouver le contraire, ils me prouveront sûrement le contraire, mais je les mets dans le bas de tableau et ça va être un peu compliqué. Ouais, t'as la lutte pour le maintien qui va jouer entre les 4, quoi. Je sais pas, je pense que Carcassonne sera peut-être un cran en dessous. Et peut-être que t'as les 4 clubs là qui vont lutter pour le barrage, quoi, en gros. Ouais, mais je vois une saison à peu près similaire à l'an passé, c'est-à-dire vraiment très serré. Parfois, ça va se jouer à un match. Voilà, là tu remontes le classement de l'an dernier. À part Nice qui était bon, qui était largué quand même assez tôt. Derrière, enfin c'est quand même hallucinant de voir qu'il y Ça a se tient en à 5 peu points. près. Hein. De Nevers à 10e à Aurillac 15e, ça se tient en 5 points. Mais même honnêtement, hein, tu remontes un peu plus haut, Valence, ouais. de Aurillac à Valence-Roman, tu as 7 points d'écart, quoi. C'est rien du tout. Donc voilà. C'est pour ça aussi que ce championnat est palpitant et très difficile à pronostiquer. Il y a 2 championnats. Il y a le championnat pour la montée et le championnat pour la descente, en gros. Parce que oui, de Valence-Roman 8e, ceux qui écoutent ton podcast, à Aurillac 15e, il y avait 7 points, tu l'as très bien dit, et Valence-Roman, c'est le club suivant. Donc est-ce que Valence-Roman peut basculer dans cette première partie de tableau à dire on va lutter pour le top 6, ou est-ce que Valence-Roman va rester pour la lutte ventre mou, maintien, deuxième championnat, on va dire cette saison, hop, je l'affiche la tier list comme ça vous l'avez à l'écran. Il nous reste Valence-Roman et Dax. On s'attaque à Valence-Roman. Quel type de saison pour Valence-Roman? C'est peut-être les 2 clubs qui nous restent qui vont peut-être lutter pour le maintien aussi. Ouais, je pense que ça va lutter pour le maintien, mais ça reste logique. Hein. Valence-Roman qui est monté, voilà, il y a voilà, maintenant 2 ans, mais c'est une équipe qui travaille bien, qui arrive franchement à bien se renforcer, à conserver quand même une certaine ossature. Donc voilà, c'est pas, ouais, encore une fois, c'est un club qui bosse bien. Maintenant, ouais, ça a bien fonctionné la saison dernière. Ils ont perdu Adam Vargas aussi, qui était maillon fort de cette équipe. Je les vois pas, je les vois pas honnêtement inquiéter le top 6 ou tutoyer le top 6. Je pense qu'ils feront une saison, ils connaîtront peut-être une saison un peu plus compliquée que la saison dernière, mais il reste quand même pas mal de qualité dans cette équipe. Derrière, ça fait du jeu, il y a des ailiers qui se proposent beaucoup. Voilà, Owen Lane, qui était un peu la tête d'affiche du recrutement la saison dernière, a fait une grosse fin de saison. Ils seront toujours emmenés par un très bon demi d'ouverture, Lucas Méré, qui a été vraiment excellent la saison dernière. Voilà, et devant, il y a aussi de la qualité. En mêlée fermée, c'est relativement costaud. Mais ouais, compte tenu aussi de leur budget, voilà, je les vois pas créer non plus un exploit. Voilà, c'est pour ça que je les mets dans le bas de tableau, même si voilà, ils sont peut-être un peu plus armés que Mont-de-Marsan ou voire Cagéan. Et à voir, mais en tout cas, oui, c'est, on va dire, les meilleurs les meilleurs des autres, quoi. Un peu. Voilà, c'est ça. Valence-Roman dans cette liste. Je ne vais pas afficher le budget, c'est pour ceux qui s'intéressent. 8,7 millions de budget, on est sur la deuxième partie de tableau des budgets de top 14. Et on va pouvoir s'attaquer à l'antépénultième budget de cette Pro D2. Pardon, pas top 4, Pro D2. J'ai gardé l'US Dax. Alors, à la base, je voulais les garder pour la fin, mais quand j'ai rentré tous les logos, ça me les a quand même mis à la fin. Donc, c'est le hasard est bien fait. Bah écoute, ça a été un peu le remue-ménage, on va dire, à Dax l'an passé. Il y a les moins 5 points de pénalité. Je pense que je vais te laisser parler sur l'US Dax, ça te concerne un peu plus que moi. C'est une saison qui fait peur aussi. comment dire, qui fait très peur parce que le club est remonté il y a 2 ans. Saison extraordinaire la première année avec une qualification historique pour un promu. La saison d'après, donc la saison dernière, saison
très compliqué, notamment en termes de contenu, mais un maintien quand même, il faut le dire. Et puis là, une intersaison chaotique avec moins 5 points, 4 points en Départ sursis du aussi, il coach. faut le dire. Jeff Dubois qui est parti dans des conditions assez bizarres, qui va attaquer le club au prud'homme. Un staff qui, en fait, n'était plus voulu, mais qui était encore sous contrat, qui s'est présenté à l'entraînement. On leur a proposé du télétravail. Voilà, il y a une d'affaires conjugales. On va voir ce que ça donne. Voilà, un recrutement qui peut-être, voilà, sur le papier n'est pas très impressionnant. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de doutes. Un staff qui arrive avec un mélange d'expérience autour de Vincent Etcheto. En tout cas, Vincent Etcheto arrive avec son expérience et autour de lui, il a des coachs inexpérimentés. Olivier Auguste, Thomas Sinaegel et Félix Lebouris, ancien joueur de l'UBB notamment et international français. Donc, il y a beaucoup de questions quand même autour de cette équipe et encore une fois, moins 5 points. C'est À énorme, hein. compter. C'est énorme, surtout pour un club comme l'US Dax. Donc voilà, saison de la peur. On va voir aussi comment va s'adapter cette équipe. Alors, Vincent Etcheto partage un petit peu la même philosophie de jeu que Jeff Dubois, à savoir, justement, c'est très porté sur l'attaque, le mouvement, le jeu après contact, le jeu avant contact. On va chercher les largeurs. Mais ce jeu, on a vu la saison dernière qu'il avait ses limites, notamment en hiver. Voilà, donc j'ai envie de voir de l'adaptation. Il y a une conquête qui pour moi sera solide, qui était l'an dernier. Alors, dans le secteur de la mêlée fermée, c'était quasiment la meilleure mêlée de Pro D2, en tout cas sur la propre introduction, ça a été longtemps la meilleure. La touche était abominable. En top 14 et Pro D2 réunis, je pense que c'était la pire touche qu'on ait pu voir. Là, sur les 2 matchs de préparation, on a vu du mieux. Maintenant, la question, ça va être derrière aussi, puisque on sait que Noah Néné, notamment, qui était le joueur clé et phare de cette équipe, est parti. Naseara, l'ailier fidjien, s'est gravement blessé. Voilà, donc c'est un peu la question. Est-ce qu'on réussira à faire du jeu? Il y a un jeune Fidjien qui arrive au centre, qui arrive du rugby à 13, qui est un peu l'attraction, mais on ne sait pas du tout ce que ça vaut. Voilà. Devant, je pense que ça va tenir. Derrière, je pense qu'il ne faudra pas de casse. Et dans tous les cas, ce sera une saison compliquée pour l'US Dax. Et l'objectif, c'est évidemment le maintien. Je pense que ça va être une saison compliquée, hein, forcément, avec ces 5 points en moins. Ça compte et je pense ils vont frôler aussi la place de barragiste. Je les vois se maintenir. Alors peut-être que je suis pas très objectif, mais bon, je vais les mettre dans le bas de tableau. Mais ouais, ça va être forcément une saison compliquée. Et voilà. Pour les Dax. Alors nous, dans notre émission, on a Thomas Laroquette et eux, ils avaient Thibaut Laroquette. C'est différent. Et qui est parti à Pérorade. Pérorade. D'ailleurs, ouais, C'est pour ça. Ouais, ça me fait rire. c'est mort. Voilà, petit clin d'œil. On lui souhaite une bonne saison du côté de Pérorade. US Dax bas de tableau, mais attention aux 5 points. J'ai peur que les 5 points leur donnent la place de barragiste un petit peu quand même. Ouais, mais non, mais c'est possible. Encore une fois, ce championnat est fou et difficilement pronosticable et analysable. Il peut se passer beaucoup de choses et encore une fois pour Dax, perdre 5 points avant le début de la saison, c'est quand même Et ça fait costaud. mal. Quand tu joues le maintien, quand on sait que c'est aussi serré, ça fait très mal. Bon, on avait dit Van champion. Qu'est-ce que tu mets comme Pas de finaliste? champion et Van prend la victoire contre j'ai qui? envie de croire à Provence. J'ai envie de croire à Provence. Je vais mettre Provence finaliste parce que il y en a quand même un peu marre de voir cette équipe chaque année avoir un recrutement ambitieux, avoir des thunes et avoir voilà, une équipe qui à domicile arrive à faire des relances de 100 mètres et ne pas réussir à être régulier à l'extérieur et surtout à ne pas jouer de finale et de ne pas réussir à monter. C'est une anomalie aussi. Donc voilà, j'espère qu'ils seront aussi assez, comment dire, assez protégés par rapport aux blessures. Mais c'est une équipe qui a toutes les armes maintenant pour monter. Donc voilà. On va rester sur ça, mais évidemment, je pense que quand on fera le bilan de cette tier list, Ah, c'est ce que j'allais dire. enfin, je pense qu'on le fera pas. On le fera pas, je pense, parce que On ce a sera pas sûrement, une on a bonne sûrement chose. de conneries. On a sûrement de conneries. Euh,
quand ça sera Colomiers qui a montré en top 14. Donc Provence qui affrontera Perpignan en barrage de top 14 l'an prochain, très bien. Les pronos l'an prochain. Bon, Brive 3 on met. Allez, on met Grenoble 4, Colomiers 5, Oyonnax 6. On essaie de faire un classement top 6. Je vais mettre Oyonnax devant Colomiers quand même. Ouais. Voilà. Allez, et ensuite, je vais mettre Angoulême devant Biarritz et Béziers. Ouais, voilà. Et après, il y a embouteillage. Hein. Ah, ben Je là, vais de toute mettre façon, Dax devant Mont-de-Marsan, ça va faire grincer des dents, mais merci, pourquoi je vais même mettre Dax devant Agen, tiens. Bon, après, si on est des champions, hein, t'emmerdes pas. Ouais, non, ça va, ça augmentera pas plus. Et après, ouais, je pense qu'on est plutôt bon. Et ben, rendez-vous la saison prochaine. Rendez-vous en fin de saison plutôt pour faire le bilan de ce classement qui restera du coup sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire le vôtre en commentaire aussi. Et on fera celui de top 14 l'an prochain parce que quitte à se planter une fois, autant y aller pour deux. Merci, bah écoute, ça fait un plaisir parce que là, moi j'ai juste écouté, hein, voilà. Te romancer cette Pro D2 tranquillement. Donc si ça a plu aux gens, vous pouvez liker cette vidéo et bien évidemment vous abonner. On nous retrouve sur Spotify pour nous écouter plutôt que nous voir. Et puis nous, je vais vous souhaiter un très très bon week-end de rugby. Reprise de Pro D2 ce soir au moment d'enregistrer cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que vous la verrez, mais très bientôt. On espère que la Pro D2 a été sympa pour cette première journée. On se retrouve la semaine prochaine pour le top 14. Ciao tout le monde.